Mais très franchement, Madame la députée, on voit le symbole, on le comprend évidemment, mais en quoi sanctionner les filles de Vladimir Poutine peuvent aider les Ukrainiens dans cette guerre? Vous savez, comme symbole, c'est pas juste un symbole. On parle pas juste des filles de Vladimir Poutine. On parle aussi des enfants de tous les oligarques russes et de le gouvernement, les ministres, et tous les gens qui sont auprès du Parlement russe. Si les parents ne comprennent pas, peut-être ce seraient les enfants qui pourraient leur dire que quelque chose ne va pas avec cette situation, avec la politique, avec la stratégie du pays terroriste que la Russie est devenue. Est-ce que vous avez le sentiment, au 43e jour de l'offensive russe en Ukraine, que l'Ukraine peut à la fois gagner la guerre et conserver l'intégralité de son territoire? Absolument, on n'a pas d'autre choix. On a notre choix et notre seule route, c'est jusqu'à la victoire, et la victoire ukrainienne. Et donc, on va se battre là, en Ukraine, sur notre sol, sur notre territoire, pour chaque Ukrainien, pour chaque Ukrainienne, pour chaque enfant ukrainien, jusqu'à ce que tous les soldats russes quittent notre territoire et nous laissent en paix comme un pays souverain, un pays indépendant. Et la communauté internationale devrait nous aider à faire ça pour l'intérêt non seulement de l'Ukraine, mais pour l'intérêt d'un espace de sécurité commun. Une dernière petite question, Madame la députée, concernant ce que demande le ministre des Affaires étrangères ukrainien ce matin, des armes en matière d'armement, justement. Pour vous, pour l'Ukraine, quelle est l'urgence? De quoi avez-vous le plus besoin? On a besoin des systèmes anti... j'ai des mots anglais qui viennent dans ma tête. Donc, on a besoin des systèmes aériens pour sécuriser l'espace aérien. On a besoin des missiles qui nous laissent nous défendre contre les attaques qui viennent de la mer, contre les attaques marines. On a besoin des missiles contre les tanks russes. Après, on a aussi besoin des missiles et des avions pour l'espace aérien, parce que toujours les attaques les plus grandes, ils viennent de l'air, de l'espace aérien. Hier, le président du Conseil, Charles Michel, a fait une proposition étonnante aux soldats russes. Il les a invités à arrêter de torturer, à ne pas suivre les conseils de leurs supérieurs, et leur a dit « Si vous désertez, si vous refusez d'obéir aux ordres, je suis ouvert, je suis prêt à vous offrir l'asile politique ». Qu'en pensez-vous? L'asile politique pour les déserteurs de l'armée russe en Ukraine? Mais très bien, si ça va leur motiver d'arrêter tous les crimes de guerre qu'ils font, motivation pour eux, ce sera très bien, parce que comme ça, s'il y a les premiers soldats russes qui lâchent leurs armes et qui viennent et aucun asile politique dans l'Union européenne, ils pourraient le dire à leur famille, ils pourraient le dire aux autres soldats russes aussi, et ce serait aussi un grand effort pour arrêter la guerre, parce qu'à ce moment-là, le propagande russe est trop fort sur les gens russes. Ils croient à rien, parce que la Russie est complètement isolée, et c'était un choix du gouvernement et du président russe d'isoler tout le peuple russe des communications internationales, des chaînes d'information. Donc, le peuple russe pense qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine, et qu'en effet, il y a des nazis en Ukraine, qui est un mensonge. Donc, si on aurait des Russes qui pourraient aller dans des pays européens, s'ils pouvaient s'installer là-bas, voir que la vie là-bas est d'un niveau beaucoup plus haut qu'en Russie, et s'ils pourraient le transmettre à leur famille, à leurs amis, je pense que ça ferait beaucoup pour changer la Russie de l'intérieur, et aussi pour arrêter cette guerre.
Merci beaucoup, Madame la députée. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin en direct sur LCI. On évoquait les mouvements de population d'Est vers l'Ouest. Peut-être plus surprenant, il y a aussi des mouvements de population en sens inverse, d'Ouest vers l'Est. Certains de ceux qui ont quitté l'Ukraine ou certains de ceux qui se sont réfugiés dans l'Ouest du pays, moins touchés par les bombardements, ont décidé de rentrer à Kiev. Marianne Kotonov, vous êtes à Lviv ce matin et vous avez rencontré ces Ukrainiens qui ont décidé de rentrer chez eux, tout simplement. Oui, nous étions à la gare ce matin. D'ailleurs, nous y sommes toujours. Elle est juste derrière moi, vous pouvez le voir. Et en fait, nous étions sur le quai du train qui partait pour Kiev et nous avons pu rencontrer effectivement ces personnes qui maintenant veulent rentrer chez elles, qui disent qu'il faut reprendre le cours normal de la vie. Même si le maire de la capitale a averti qu'il valait mieux différer son retour d'une semaine, ils ont envie de retrouver une vie normale avec tous les commerces notamment qui rouvrent. Mais il y a aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire des gens qui viennent du Donbass. Et là, c'est toujours ce flux de réfugiés qui continuent à arriver depuis le Donbass pour venir se réfugier dans les régions plus apaisées de l'Ukraine, dans l'ouest. Vous voyez, ils sont pris en charge par ces gens de la Croix-Rouge. Certains vont rester ici, d'autres vont prendre des bus pour partir en direction d'autres villes d'Ukraine beaucoup plus sûres. Merci Marianne Kotonov et Marine Truchot en direct de Lviv. Merci à Irina Dmitrichine d'être venue sur le plateau du 9-12. Restez avec nous, on va parler de ce qui s'est passé à Boutcha et de celui qui est présenté comme le boucher de ces massacres de civils.